La richesse des collections de la contemporaine est largement connue et la richesse de collections de périodiques de la contemporaine est tout autant. Et je voulais vous pouvez saisir n'importe quel titre étrange, bizarre dans le Sudoc. Si vous voyez que c'est disponible dans une bibliothèque, vous pouvez être sûr que c'est chez nous. C'est vraiment. Euh, je voulais vous présenter les périodiques de Jean Bruce, Mladaros. Ils ont créé en 1923 le Munich et plus tard, en 1934, rebaptisé l'organisation était rebaptisée par Mladarovskaya Party, parti de Mladaros. Des branches de l'Union s'appelaient Achak, foyer, furent créées à Paris, New York, Shanghai, en Prague, Athènes, Sofia. Le parti ne survit pas à la Deuxième Guerre mondiale et en 1942, proclame dissous. Selon d'une des anciennes membres du parti, Levachine, pendant l'occupation et plus tard pendant la guerre froide, de nombreux Mladaros ont détruit les journaux, les documents et les articles qu'ils possédaient, de sorte qu'il ne reste aujourd'hui que quelques bribes de la presse mladarusienne dans certaines bibliothèques. Il fallait que tout soit bien indexé pour pouvoir être retrouvé immédiatement dans le catalogue. Et après tout, il n'était pas toujours possible de trouver ce qu'on a besoin parce que souvent dans le titre, il n'y avait pas de mot Mladaros. Périodique vous s'appelait Courage ou Kazachi Klitsch. Si vous tapez et cherchez Mladaros, vous ne tombez jamais sur ce titre. Avant le début de l'indexation, j'ai effectué plusieurs recherches. Par exemple, j'ai consulté, vous voyez, le quatrième de couverture ou la dernière page de périodique de revue, magazine. Vous trouvez souvent les annonces et ils vous proposent de vous abonner sur les titres. Comme ça, je trouvais pas mal de titres de périodiques de ce parti. Voilà, ici, trois titres cités. Je voulais vous présenter et vous parler de 21 titres, parce que je croyais que c'est déjà beaucoup 21 titres chez nous. Mais désormais, après mes recherches, je vous présente 90 titres de périodiques et de littérature des Mladaros, non plus sur eux, mais spécifiquement issus de leurs publications. 57 sont parus, parmi de 90 titres sont parus en France. La géographie de publication est assez large. États-Unis, l'Europe, Bulgarie, Belgique, Grèce, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Yougoslavie, République tchèque. Extrême-Orient, c'est Shanghai. Et Amérique du Sud, c'est Argentine et Brésil. Tout ça, c'est chez nous. La période est entre 1924 et 1940. Malheureusement, au début de la guerre, 1941, 42, il n'y en a pas. Je sais qu'il y avait aussi des foyers à Tchak en Finlande, mais pour l'instant, notre catalogue ne vous montrerait pas ces publications. Ce n'est pas parce qu'elles ne trouvent pas chez nous, mais c'est pas encore moi ou mes collègues, nous ne les avons pas encore trouvés. Il existe également plusieurs dossiers dans les archives, plusieurs dizaines de dossiers. Il y a des tracts, des annonces d'événements, des lettres. On ne peut pas dire ce que c'est les correspondances parce que souvent c'est des lettres, il y a question sans réponse ou réponse en question. Il faut vraiment tout lire pour constituer une masse d'archives. Je terminerai par ce qui me semble être un bon slogan pour la contemporaine. C'est un peu de plagiat, mais je reprends le slogan de moteur de recherche assez connu. La contemporaine, on y trouve tout. Ah, tu fais comme ça. On ne peut pas faire un autre. Je fais comme ça. Et tu parles. Ah, ok. Euh, moi, je vais parler de la presse. L'expression de la presse informelle désigne la presse
qui ne respectent pas les règles officielles et la césure officielle. On parle aussi de la presse indépendante ou un nouveau samizdat, cette expression qui nous renvoie vers euh, la presse clandestine des années 60-70 et les écrits des dissidents et non conformistes et de cette époque et la presse informelle qui a apparu pendant la perestroïka à la position de la presse officielle. Cette presse officielle aussi en pleine mutation, mais en pleine évolution liée à l'élargissement de la liberté de la presse, se rapproche aussi de la presse non officielle. euh, et le mot indépendant devient le mot à la mode. Par exemple, n'importe quel titre du jour au lendemain qui était sous-titré l'organe du Parti communiste, de l'Union syndicale ou du comité de la jeunesse communiste, le lendemain devenait journal indépendant avec aucun changement en RH de la rédaction et on ne sait pas de qui et de quoi elle est devenue indépendante. Euh, le terme presse alternative était aussi largement employé. La politique de Glasnost ne visait pas vraiment d'instaurer la liberté de la presse en sens classique et libéral de ce terme, mais plutôt euh, lever un peu cette situation des secrets permanents de toute publication. Et, euh, euh, et dans son discours de clôture de la réunion plénière du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, en janvier 1997, Mikhail Gorbatchev déclarait: la presse doit stimuler la liberté d'expression dans notre pays, informer les gens. Mais nous souhaitons qu'elle se fasse en toute responsabilité, sans céder à la recherche de sensationnel. Nous avons besoin d'une presse qui participe activement dans la perestroïka. De même, les résolutions sur la glasnost adoptées par la 19e conférence du Parti communiste en 1988 soulignaient qu'il serait inadmissible d'utiliser la glasnost à l'encontre des intérêts d'État soviétiques. Mais en réalité, Mikhail Gorbatchev, plus tard dans ses mémoires, il a reconnu que la presse a échappé de tout contrôle dès le début de la glasnost. Euh, 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 et à partir à la fin des années 80, les sujets qui étaient tabous avant la perestroïka sont devenus publics et ils étaient diffusés. Euh, à cette époque, le nombre de lecteurs était encore limité, aussi le nombre de titres et qui était lié aussi à le manque de moyens de reproduction. C'était les machines à taper, les papiers photos, les manuscrits, etc. Mais la situation changeait rapidement. Les bulletins et des tracts devenaient euh, les vrais journaux qui étaient transformés par les suites en périodiques importants. Euh, le journalisme aussi devient plus engagé à partir de 1988 et on observe une certaine politisation de la presse informelle. Euh, le nombre de titres augmente aussi selon l'éventail des mouvements et euh, les événements politiques des années 80 à 88-89, notamment les élections des députés du peuple en URSS, euh, a, a favorisé l'épanouissement de ce phénomène informel mouvement informel de la presse. Euh,
et on observe également avec ce développement informel de la presse, on observe aussi le désintérêt général pour la presse quotidienne officielle. Et euh, on, on assiste également à l'apparition de courants variés, de tendances nouvelles. Et on voit aussi l'apparition de la presse spécialisée qui, avant la perestroïka, n'avait pas de droit d'être citée et qui touchait le, euh, le public le plus large. La BDC à l'époque et la contemporaine actuelle, en tant qu'une institution patrimoniale, euh, connue comme Salomé vient de dire pour son intérêt euh, euh, à tout document de valeur historique, officiel et informel, a réagi immédiatement à la perestroïka et, et à l'apparition de ce phénomène de la nouvelle presse. Les premiers numéros de la presse étaient amenés par nos lecteurs dans ces valises. C'était les bulletins, les tracts, etc. Puis, le personnel de la BDIC, euh, en lisant ces journaux, trouvait les adresses des éditions, etc., prenait les contacts avec les éditeurs. Et euh, qui, au plus grand étonnement de ces éditeurs-là, parce que les gens écrivaient au retour que comment vous avez eu mon adresse, je suis seul dans ma cuisine à rédiger mon manuscrit, etc. Euh, ensuite, il est très important de mentionner la valeur organisationnelle de notre chef de service slave de l'époque, Madame Hélène Kaplan, qui, qui a structuré cette collecte et a diffusé largement l'information que notre établissement est preneur à toutes sortes de documents. Et les citoyens soviétiques ont commencé à voyager plus librement, bien que les visas de sortie étaient encore obligatoires, au VIR, etc. Et puis, il diffusait cette information partout, même les gens étrangers à l'établissement amenaient les valises remplies de cette presse. Et ce que, au fur et à mesure, a constitué un fonds très important. Les collections accueillies par la BDC donnent plutôt l'impression d'un grand chaos dominé par la volonté d'exprimer à tout prix, par écrit, pour se faire entendre. Ces opinions pouvaient s'appliquer à titre tout varié et qui exprimaient tout simplement les opinions politiques. Et, euh, et dans les argumentations, tous les moyens étaient bons. Euh, ces fonds montrent également la diversité de supports. Euh, euh, il montre les moyens de production et ainsi que la multitude de tendances politiques et sociales qui allaient des monarchistes, cosaques, national-patriotes, aux anarchistes et syndicalistes, des, des fronts populaires, des républiques, aux internationalistes, des, pardon, des mouvements sociaux et féministes, aux minorités sexuelles, etc. Actuellement, plus de 2000 titres sont recueillis dans nos collections à nous. Euh, ils, euh, toutes les républiques, toutes les ex-républiques de l'Union soviétique sont présents. Aussi, ces collections pour l'Ukraine et la Russie sont répertoriées par les zones géographiques. Euh, euh, depuis 2000, depuis 2016,
toutes ces collections sont entrées dans le SUDOC, dans le catalogue national. Donc, avec l'état de collection complet, vous pouvez tout trouver. Et les sujets qui touchent notre colloque, bon, ça concerne plutôt la presse anarchiste, national-patriote, euh, un peu moins la presse cosaque. Euh, Moi, j'ai compté à peu près, c'est entre 5 et 10% du fonds global de la presse informelle. Vous pouvez découvrir enfin, tout ce que vous voyez en défilé est présenté sur les deux tables-là. Moi, je ne veux pas répéter parce que hier et aujourd'hui, on avait les excellentes présentations. Donc, je ne vais pas te répéter la même chose concernant les travaux des illustres immigrés qui parfois vont dans tous les sens, ils sont multidirectionnels et, et euh, je dirais pas n'importe quel, mais la plupart de mouvements politiques peut prendre une citation et utiliser dans ses publications. Donc, euh, comme, comme j'ai dit tout à l'heure au sujet de rouge et blanc, puis il y a les travaux de Solonievitch qui sur les questions, suis-je plutôt nationaliste ou impérialiste, puis les travaux d'Eline, hmm, ouais, sur la démocratie, etc. Puis, bah, c'est à peu près tout, quoi. Vous pouvez découvrir ça en physique.